Où on va parler maintenant d'un autre sujet et de l'ultra-gauche, puisque 8 personnes proches de cette mouvance ont été interpellées et mises en examen. Elles sont soupçonnées d'avoir préparé des actions violentes contre les forces de l'ordre et contre le chantier ferroviaire du Lyon-Turin dans le cadre d'une coopération policière entre la France et l'Italie. On voit le déroulé des faits et qui sont ces individus avec Célia Barotte du service police-justice de CNews. Selon le parquet de Paris, 8 personnes ont été mises en examen le 27 juillet dernier pour notamment détention et transport en bande organisée d'engins explosifs ou encore association de malfaiteurs. Il s'agit de 6 hommes et 2 femmes nés entre 1997 et 2007. La détention provisoire n'a ni été sollicitée par le juge d'instruction ni prononcée par le juge des libertés et de la détention, contrairement à ce qui avait été requis par le parquet. D'ailleurs, il a fait appel de cette décision. À noter qu'une enquête avait été ouverte sur la base d'un signalement de la préfecture de police le 22 juillet dernier, selon laquelle un groupe appartenant à la mouvance d'ultra-gauche était soupçonné de préparer une action violente lors d'une manifestation contre la ligne Lyon-Turin prévue en Italie entre le 24 et le 26 juillet dernier. Les personnes suspectées, déjà soupçonnées d'avoir participé à une manifestation contre le canal Seine-Nord, ont été observées sur la petite ceinture où des tunnels ont pu servir de lieu de rassemblement ou encore d'entraînement. Sur place, les forces de l'ordre ont par exemple retrouvé des serflex, des bouteilles en plastique vide dont certaines étaient explosées ou encore attachées à des mouchoirs. Enfin, les premières investigations ont confirmé leur projet de départ pour l'Italie, leur participation à des rencontres dites d'entraînement et ont amené à la découverte de 21 mortiers chez l'un d'eux ainsi que l'utilisation de certains téléphones spécialement dédiés. On va l'évoquer avec Olivier Vial, le directeur du CERU. Bonjour et merci d'être avec Bonjour. nous. Ces modes opératoires et cette ultra-gauche, alors évidemment, certains voudraient nous la faire oublier parce que du côté de la gauche, on parle sans cesse du danger de l'ultra-droite, mais on voit bien que l'ultra-gauche, elle continue de s'organiser et elle continue de projeter des actions extrêmement violentes. Là, on l'a vu, contre un chantier et contre des forces de l'ordre. Oui, effectivement, on a une vraie montée de la violence d'extrême gauche. Depuis le début de l'année 2026, on voit une augmentation sensible du nombre d'actions de sabotage, typiquement. En 2024, il y avait 160 sabotages qui avaient été commis d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, 190 en 2025, donc une augmentation. Cette augmentation, d'ailleurs, on la voit, et ce qui est intéressant, c'est que cette ultra-gauche, elle est extrêmement connectée au niveau européen. Là, c'est l'exemple type avec ces 8 personnes qui voulaient commettre des actions en Italie. Et effectivement, tous les pays européens aujourd'hui sont inquiets. L'Allemagne a haussé son niveau de sécurité. Les services de renseignement allemands estiment qu'aujourd'hui, il y a une augmentation très sensible de l'ultra-gauche qui devient de plus en plus inquiétante. Ils ont eu des sabotages qui ont, par exemple, privé Berlin, des quartiers de Berlin pendant plusieurs jours d'électricité. C'est le cas aussi en Italie, c'est le cas en Belgique récemment, où une loi est en train d'être préparée justement pour lutter contre ces actions de l'ultra-gauche. C'est le cas en Angleterre déjà depuis 2 ans, qui a été un peu pionnière en la matière. Et effectivement, face à ça, nous, on a l'impression que les autorités, notamment la justice, puisque la police est assez efficace sur ces questions-là, elle documente, elle enquête, mais malheureusement, la justice n'est pas au niveau. Je vous disais, il y a eu 190 sabotages en 2025 qui sont très majoritairement le fait de l'ultra-gauche. Et pourtant, la justice, elle, considère qu'il n'y a eu que 2 attaques terroristes d'ultra-gauche en 10 ans, alors que chaque année, c'est plusieurs centaines d'actions qui sont documentées. On voit aussi cette volonté de l'ultra-gauche de créer et de semer le chaos, c'est-à-dire véritablement de déstabiliser des chantiers. Parfois, ils s'en prennent à des installations extrêmement stratégiques. On se rappelle qu'à un moment, Gérald Darmanin avait parlé d'éco-terrorisme dans ce sens où il y a une vraie volonté en fait, de s'en prendre à des points très sensibles qui peuvent désorganiser, déstabiliser véritablement toute une région. Oui, effectivement, aujourd'hui, dans la tradition en fait de ce qu'on appelle les mouvements autonomes, a vraiment irrigué toute la galaxie d'ultra-gauche. Et eux, leur conception, c'est de se dire que la révolution ne pourra pas se faire, il n'y aura pas de grand soir et on ne pourra pas attaquer les institutions billes en tête. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'ils appellent la stratégie des mille entailles, c'est faire en sorte de fragiliser les réseaux qui, pour eux, sont les centres du capitalisme. Les réseaux, c'est l'électricité, les data,
les réseaux ferrés et la logistique. Et effectivement, il s'attaque à des nœuds de vulnérabilité, sachant que en incendiant une antenne 5G, en incendiant une antenne, un pylône de haute intensité, en incendiant certains sous-traitants de, par exemple, nos systèmes de défense, ils ont une capacité qui est extrêmement importante de créer de l'impact et de créer des difficultés pour le capitalisme. Et c'est vraiment leur objectif aujourd'hui. Leur objectif premier, c'est de faire tomber le capitalisme en multipliant les escarmouches et en causant du tort très important. Pour eux, il y a un penseur qui est important, c'est Gunther Anders, qui dit qu'en gros, l'objectif, c'est plus de mobiliser les gens, mais c'est faire mal à ceux qui nous font mal. Et donc, l'objectif, c'est vraiment d'aller trouver les points de vulnérabilité du système, donc tous ces réseaux-là. Et effectivement, on l'a vu en Allemagne, on l'a vu aussi en France, quand vous êtes en capacité de couper le réseau électrique pendant plusieurs heures ou plusieurs jours, ça a des conséquences extrêmement importantes sur la consommation, sur le système dans son ensemble. Et ça, effectivement, ils l'ont théorisé, ça fait déjà longtemps qu'ils l'ont théorisé, le groupe qu'on appelait de Tarnac avait écrit sur ces questions-là, mais on voit aujourd'hui que c'est en train de se développer partout en Europe. Merci beaucoup Olivier Vial d'avoir été avec nous et pour toutes ces précisions. C'est vrai que Judith, du côté de la gauche, on a de cesse de pointer le fait que la menace c'est l'ultra-droite. Il demande sans arrêt pourquoi il n'y a pas plus de dissolution de mouvements d'ultra-droite. On peut plutôt se demander l'inverse parce qu'on parle souvent de mouvements extrêmement violents ou de projets d'action violente qui viennent pour le coup bel et bien d'ultra-gauche. Oui, mais rappelez-vous ce qui s'est passé avec les soulèvements de la Terre. Gérald Darmanin a prononcé leur dissolution en 2023 et le Conseil d'État lui a donné tort et a annulé cette dissolution en légitimant la désobéissance civile dont se prévaut ce mouvement et en disant, bon, en gros, ils commettent certes des atteintes aux biens, mais pas aux personnes. 47 gendarmes blessés à l'occasion des manifs interdites de Sainte-Soline, quand même. Comme le dit Olivier Vial, ces atteintes aux biens, elles sont très théorisées. Il a cité un auteur, il y en a un autre, c'est Andreas Malm, qui dans l'ouvrage phare, si je peux dire, est comment saboter un pipeline. Pardon, et qui a été notamment accueilli à l'Institut La Boétie, qui est le think tank de la France Insoumise. Il y a vraiment des passerelles entre l'extrême gauche violente et la gauche radicale politique, la France Insoumise, avec évidemment les déclarations d'amour réitérées de Jean-Luc Mélenchon au leader de la Jeune Garde, malgré les soupçons qui pèsent sur lui. Oui, parce qu'on voit bien aussi que cette ultra-gauche, Raphaël Steinville, elle poursuit les combats en fait, de la gauche plus politique, entre guillemets. Ce sont les mêmes revendications, ce sont les mêmes modes d'action. Et comme le disait Judith, il y a un soutien totalement affiché aussi à ce genre de mobilisation. On vous dira qu'aller sur un chantier pour tout casser, eh bien, c'est très bien parce que c'est de l'écologie et que c'est un moyen de s'opposer à un chantier. Oui, il faut se souvenir peut-être du combat originel de ce mouvement, de cette galaxie qui était Notre-Dame-des-Landes, où on a pu voir effectivement les politiques, notamment les écologistes et la gauche radicale, se succéder auprès des zadistes à l'occasion de chacune de ces manifestations, de ces mobilisations contre ce projet d'aéroport à côté de Nantes. Et d'une certaine manière, le fait que le gouvernement, celui d'Édouard Philippe, ait plié, et finalement est renoncé à cet aéroport, a donné des ailes à tout ce mouvement. Et on voit que c'est une succession de petites victoires qu'ils ont obtenues. Judith rappelait Sainte-Soline, avec ces soulèvements de la Terre qui, alors même que le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin, avait demandé leur dissolution, finalement, avait vu leur mouvement consacré par le Conseil d'État. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est au-delà de la connexion entre ces mouvements extrêmement radicaux d'ultra-gauche et un certain nombre de mouvements politiques, c'est l'interconnexion au niveau européen, sinon international. Ça a été rappelé par Olivier Vial, mais effectivement, il y a une sorte de mobilité de ces penseurs et de ces activistes qui, dès lors qu'ils ont identifié
une nouvelle ZAD, un nouveau chantier d'action, ils y mettent toute leur énergie, toute leur force pour finalement en faire un combat national, voire européen.